Bon, Fouad, eh ben, écoute, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Plaisir partagé, Greg. Donc, bah, écoute, ça va être cool parce qu'on se connaît pas mal. On a fait plusieurs Exactement. collabs, on a souvent discuté et tout. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses que je connais pas sur ton parcours. Donc, on va pouvoir un peu revenir sur ton parcours. On va pouvoir parler un peu d'entraînement, des méthodes et compagnie. Donc, je pense que ça va être cool. Alors, pour commencer, comment t'es venu, toi, en fait, au sport de combat? Par quoi t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer et tout ça? Alors moi, ce qui m'a motivé, déjà j'étais gamin, tu vois, et je suis la génération Club Dorothée, donc les mangas, Dragon Ball Z, Ouais, Kimi Survivant, compagnie. Donc pareil. et à l'époque, on avait des valeurs tu vois, de défendre le plus faible, c'est un petit peu chevaleresque, un peu de héros, tu vois. Donc je me prenais Ouais. un peu pour un héros, tu vois. Je voulais être un héros en fait. Et, et puis un jour, la vérité, c'est que j'ai vu le film Kickboxer, et donc j'aimais la castagne, je me battais souvent quand j'étais petit. Et là, j'ai dit, ah ouais, je veux faire ça, je vais être champion moi aussi de kickboxing. Alors quand tu regardes bien, kickboxer, c'était de la boxe thaï en plus. C'était du muay thai, tu vois, pour dire. Ils sont Ouais. même pas bien renseignés Ouais, dans bah le oui. terme. C'était muay thai ou nakmo, ils auraient dû appeler ça. Donc je me suis renseigné, et dans la ville où j'habitais, il y avait un club de kickboxing, et j'avais la chance, c'est que l'entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe de France. Donc il y avait un bon niveau, le mec, c'est un Ok. ancien légionnaire, donc entraînement, et donc ça m'a bien un peu discipliné, un peu ouf le mec. Et puis voilà, je me suis lancé dans le kickboxing. Après, très tôt, j'ai fait aussi du MMA à l'époque. Tu vois, parce que je voulais. En fait, je voulais T'avais toujours quel faire un âge, du coup, quand système. t'as commencé? Quand j'ai commencé, j'avais 13 ans. 13 ans, ouais. Ouais, j'ai commencé, j'avais 13 ans. Et c'était à Et Lyon? c'était à Lyon, ouais, exactement. Ouais. Sainte-Foy-Lyon, exactement. Ok. Et puis voilà. Et après, ben, kickboxing, après MMA. Et après, et sur la fin, j'ai voulu faire du Muay Thai, tu vois. Pour me remettre un peu. Au début, je n'aimais pas la boxe thaï, corps à corps, tu vois. Je disais, ah, c'est quoi ce truc? Ouais. Et comme moi, j'avais un système où je boxais beaucoup en anglaise et je débutais, dès que je mettais avec des mecs de taille, ils m'empêchaient de boxer. Tu vois, ils te cassent ton rythme. Donc, Ouais. au départ, j'ai Eh oui. détesté ça. Et après, une fois que j'ai compris un peu les bases, j'ai gardé mon système et en rajoutant, et puis voilà, quoi. Donc, ça fait j'ai un espèce de. Parce que c'est vrai que Je le suis un mouet, peu aimé. ouais, le mouet, ça a bien évolué maintenant, mais avant, les Thaïlandais, ils avaient pas, au niveau des points, ils n'avaient pas une super boxe. Eux, dès que tu arrivais en distance de points, c'était le clinch et c'était le Exactement. travail de corps à corps. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'avoir une super boxe. Par contre, ils étaient très bons en jambes et très bons en clinch. Mais la boxe, c'était pas leur truc, mais ils savaient quand même gérer les boxeurs, quoi. Ouais. Et c'était pas leur truc parce que dans le système de points, ça vaut rien en fait. Tu peux mettre le mec que de l'anglaise, lui il va te mettre un genou, tu vas perdre le combat. Et pourtant, tu l'as touché, Mm. bon, il s'est pas fait compter, tu vois, mais ils vont te mettre perdant. Il suffit que le mec il ait mis deux genoux, alors que toi tu l'as peut-être défoncé en anglaise, ça compte pas de points. Ouais. Donc ils vont là où ce qui compte le plus de points. Et c'est le corps à corps, coup de genou, hein. Ce qui marque le plus de points en taille. Donc c'est le clinch en fait. Ouais. Voilà. Et alors, Et qu'est-ce, après, comme qu'est-ce tu qui dis, t'a, Qu'est-ce qui t'a plu alors dans le. Donc tu voulais faire comme Van Damme, est-ce que tu voulais le faire grand écart sur une voie ferrée ouais, aussi ou quoi? ouais, je vais faire grand écart. Et la vérité, j'ai jamais réussi à le faire. Mais j'en suis pas loin de mon Eh ben tu objectif. vois, Mais j'ai jamais c'est réussi. pareil. Moi, j'ai jamais réussi à le faire complètement. Je me suis bousillé un peu la hanche à vouloir le faire et tout. Mais Van Damme, il a influencé pas mal. Toi, t'as pas eu du tout du coup de phase Bruce Lee et tout ça. C'était Non, direct la vérité, Van Damme je qui t'a déteste. motivé? C'est pas bien. Il y en a plein qui ils vont pas m'aimer. Mais j'aime pas le Bruce Lee. J'aime pas ce côté arrogant, prétentieux et pas réaliste. Ils sont 30, et ils les défoncent tous. C'était du cinéma. Et ce qui m'énervait à l'époque, en plus, il y avait toujours des conflits. Ouais, non, Van Damme, il est plus fort que Bruce Lee. Non, c'est Jackie Chan. Non, c'est Chuck Norris. Non, c'est. Ouais. Bref, Stallone, on était vraiment dans ce truc-là. Mais c'était pas réaliste. Je disais aux gens, mais vous croyez qu'ils sont 30, il va mettre un coup, il les regarde même pas. KO, et j'aimais pas ce côté un peu trop cinéma. Et à l'époque, j'étais non, non, Bruce Lee, c'est le mec le plus fort du monde. Ceux qui sont fans de Bruce Lee, ils en étaient persuadés à l'époque, hein. Et encore maintenant, hein. Il y en a, j'ai fait un jour une vidéo sur Ouais, bah oui. le plus fort Bruce Lee ou Mohamed Ali. Toi, j'ai voulu comparer sur le truc un peu. Bah, il y a des gens qui disent non, non, Ouais. Bruce Lee, il aurait défoncé Mohamed Ali. Je dis, mais il fait 57 kilos. Qu'est-ce qu'il va avoir comme puissance? Oui, Mais mais oui. t'as pas vu quand il tape sur le sac tu sais, genre, la légende, c'est il avait un sac où ils avaient mis Ouais. des billes de fer. Je dis, mais Ouais. vous Ouais. avez vu quand il frappe, c'est pas un sac de billes, c'est un sac qui est super léger. Voilà, c'est une légende, c'est du Mais mythe. oui, mais il y avait, j'ai fait la même chose par email il y a pas longtemps
Je vais faire un email sur ça aussi, sur Bruce Lee et Ali, parce que je ne sais plus dans quelle une série que je regardais où justement il y avait deux personnages qui s'embrouillaient sur ça, sur lequel aurait battu lequel. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça fait un sujet d'email. Et ouais, j'étais surpris des réponses des gens qui pensaient que Bruce Lee, avec ses 57 kilos, il allait pouvoir battre le champion du monde des poids lourds, qui était Mohamed Ali, quoi. Mais même dans n'importe quelle règle, enfin, ouais, moi je vois pas ça possible. Ah, et en plus, c'est vrai que bah, Bruce Lee, il avait des idées intéressantes, il était en avance sur son temps, c'était Visionnaire. un bon pratiquant, il avait des qualités physiques et tout ça, mais c'était un acteur, quoi. C'était un Exactement. pratiquant, c'était un acteur, mais c'était pas un combattant, tu vois. Donc, Non. de dire qu'il est meilleur que le meilleur de tous les combattants de l'époque, qui était Ali, bah, non, faut arrêter quand même, tu vois. Et en plus, tu vois, quand j'ai fait la vidéo, je l'explique. Je leur dis, mais voilà, maintenant, Bruce Lee, Mohamed Ali, il a été champion du monde. Voilà, il a boxé lui, il a boxé lui, il boxe lui, des poids lourds en anglaise, et il va gagner par KO. Bruce Lee, dites-moi qui c'est qu'il a fait, qui c'est qu'il a battu. De dire qu'il a fait des combats clandestins et qu'il a battu, ça reste des légendes, c'est un mythe. Et un jour, il a Ouais, organisé, pour se faire populariser, un petit combat de démonstration avec un mec de karaté. Bah, il a galéré. Bah, il a pas, tu sais, il l'a pas mis KO, ouais, il l'a pas fumé, il a fait son coup de pied, il a reculé, mais sans plus. Et c'était un gars de son gabarit. Donc je leur disais, mais arrêtez. Tu vois, et c'était pas un ouais. champion. Donc, bref. Et voilà, il y en a qui sont encore persuadés que Bruce Lee, c'est le meilleur. Ouais. Non, bah après, bon, l'avantage, c'est qu'il a donné l'envie de pratiquer à plein, plein de gens. Ouais, Il a ça c'est clair. popularisé quand même les arts martiaux, les sports de combat. C'est quand même le premier à avoir montré une sorte de MMA tu Exactement. vois, à Non, mais l'écran avec une avec les gants en plus, hein. finalisation. Ouais, mais oui, avec les gants, avec une soumission, tout ça, on ne voyait jamais ça avant, quoi. Hmm. Donc, il était en avance. Maintenant, ouais, ça veut pas dire que c'était le meilleur du tout, quoi. Tu vois, c'était pas un combattant et voilà. Mais bon. Mais moi, en tout cas, enfin, il m'a motivé. Mais c'est marrant parce que ça me fait rire. Tu parlais de kickboxer, qu'ils n'avaient pas mis le bon nom, mais ça me fait penser aux films de Bruce Lee, que c'était les films de karaté, alors que lui, il détestait le karaté et qu'il Exactement. faisait du kung-fu, tu vois. Du Kung Fu, ouais. Mais quand tu allais dans ton vidéoclub, c'était marqué film de karaté, tu vois. Et Hmm. c'est le même délire. Et du coup, donc toi, tu disais que tu as fait du MMA aussi assez tôt. Exactement. Parce qu'en Donc, mais fait, c'était avec le même prof ou c'est. ouais, avec le même prof où on faisait du judo brésilien, du judo à l'époque, tu vois, du judo traditionnel, mais c'était que les clés et les machins. Et après, dans les années 90, tu vois, donc moi, c'était là où j'ai commencé la boxe. Il y a eu l'UFC, les premiers UFC avec Pat Smith, avec les compagnies. Donc je dis, ah ouais, Ouais. c'est ça que je veux faire. Je veux être, moi aussi, je veux faire du MMA. En fait, ce qui m'attirait, moi, c'est quand je faisais des sports de combat, c'est d'essayer d'avoir un système le plus complet possible. Quand j'étais plus jeune, je me battais Hmm. souvent dans la rue, moi. Tu vois, je me battais pour le moins de prétexte. J'agressais pas les gens, j'étais pas un voyou, mais franchement, j'aimais la castagne. J'avais des cicatrices Ouais. de partout, je faisais que me battre, donc je voulais vraiment être le plus proche de la réalité. Voilà pourquoi en fait je m'étais mis un peu Hmm. à faire du MMA, et c'est aussi pourquoi par la suite, quand à l'adulte, tu vois, à l'âge adulte, j'ai développé un système qui s'appelle l'Urban Fight, qui mélange justement Ouais. toute cette approche un peu de sport de combat, mélange avec la self-défense, qui a donné naissance à ce système, tu vois, Urban Fight. Donc voilà. Et du coup, vous avez fait. Comment t'as fait tu t'es entraîné, t'as trouvé des combats à l'étranger, c'est ça? Exactement. J'avais pris un titre de champion du monde, même si champion du monde aujourd'hui ça veut rien dire. Dans une organisation qui s'appelait WAF, il y avait Fabrice Overtoum qui boxait, qui avait été champion du monde ce jour-là. Il y avait Moïse Ouais. Rimbaud, je ne sais pas si tu connais tout. En fait, François Ouais, Lenoir, je vois, ouais. Greg Bouchelaghem. En fait, on était plusieurs, mais on était quatre à avoir fait un champion du monde. Donc il y avait moi, il y avait Fabrice Overtoum qui avait boxé, tu sais, celui qui entraîne au Canada, il est parti au Canada. Comment il s'appelle? Un Français de Nice, Georges Saint-Pierre. Midou? Midou, Midou? voilà, il y a Christophe Midou C'est qui pas boxait le Midou, poids non? lourd. Ouais, c'est ça, Christophe Ouais. Midou, qui faisait, je sais pas, du monde poids lourd. Il y avait moi, il y avait qui c'est qui avait, je sais pas, du monde Alberch, Jean-Louis Alberch. Et après, l'autre, je sais plus c'était qui. Ouais. Je crois que c'était Moïse Rimbaud. Ouais, c'était Moïse Rimbaud qui avait fait un titre. On était quatre, en fait. Et après, les autres, c'était des combats comme ça. Mais à l'époque, Costaud, il y avait très peu de costaud, Moïse combats. Ramon. Il y avait très peu de combats, il y avait rien du tout, tu vois. Et voilà. Et donc, du coup, dans ces débuts-là, c'était la guerre des disciplines. C'était genre, moi, je représentais kickboxing contre le jiu brésilien. J'avais boxé même en boîte de nuit, tu vois, où j'avais boxé le champion d'Europe de jiu brésilien. En fait, à l'époque, c'était la guerre des disciplines.
Nous, on est plus fort. Non, c'est nous. Mmh. Non, vous. Et voilà. Donc, voilà, j'avais fait des combats comme ça à l'étranger. Et ça avait donné quoi alors ces combats? Bah, Tu avais je crois que moi, réussi j'avais à gagné. J'avais gagné. Franchement, j'ai gagné tous mes combats, en fait, hein. J'avais boxé aussi un adversaire à Genève, parce qu'en France, c'était interdit, euh, de Cyril Diabaté, dont j'avais fait un petit combattant, je l'avais étranglé. C'est marrant, moi qui fais de la boxe, j'avais étranglé. Qui c'est que j'avais fait? Ouais, j'ai fait une mmh. dizaine de combats comme ça, tu vois. Et puis, D'accord. et puis, il y avait des combats qui Ouais, n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas déclarés aussi à l'époque. Quand on combattait en France, c'est des combats qui n'étaient pas ouais. déclarés. On combattait et franchement, genre, voilà, combattez et débrouillez-vous. C'était très, 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 très mal perçu aussi à l'époque. Tu vois, on était considérés comme des Parce qu'il y a eu un barbares. moment aussi, un truc s'appelait c'était les Golden Trophy ou un truc comme ça, non, J'ai fait ça. Je l'ai fait ça. J'ai pas Ah fait ouais? Golden Trophy, j'ai pas fait Golden Trophy, c'était la lutte contact. Mais j'ai combattu et Ouais. on avait fait France-Japon. Japon-France. Quand Ouais, j'étais parti, moi. il y avait la star japonaise là, Max Sakurai ou un truc comme ça, non? Ouais, je m'en rappelle du nom. Je sais pas si ça Alors, te parle? j'étais parti, celui qui Ouais. m'avait emmené, il y avait Didier Lutz, je sais pas si tu connais. Il Ouais. y avait Patrick Fortry. On avait une petite équipe sympa aussi à l'époque. Et c'était Panza qui nous a emmenés, André Panza. Et on a boxé à Mmh. Tokyo. Et franchement, à l'époque, c'était ouf. C'était en 2002, je crois. Toi, 2002, tu arrives au Japon, tu sais, on regarde les mangas, on aime bien les mangas, les films d'action. Et là, tu Ouais. arrives, tu te retrouves combattre au Japon, une salle qui était remplie. Et là-bas, ils respectaient les combattants. Quand on arrivait, on prenait des photos, des autographes, il y avait plein de publicités. Franchement, j'avais vraiment kiffé. Je m'étais senti vraiment une star, toi, à l'époque. On paye le billet d'avion, on paye la bouffe, on paye tout, toi. Tu dis, ah ouais, c'est génial. Tu sais, donc maintenant, c'est normal, mais à l'époque, c'était pas combattre au Japon, c'était quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Et c'était un très très bon Et souvenir. comment tu te préparais alors? Bah, la Comment tu te vérité, préparais pour ces combats? franchement, on essaie. À l'époque, c'était boxe, essayer de tenir à distance la lutte, de ne pas empêcher l'autre d'avancer. Et après, quand tu étais au sol, on avait pris les bases, tu vois. Les bases de judo gatame, étranglement, guillotine, les petites bases. On apprenait à sortir. Et puis, ce que à l'époque on avait comme niveau, c'était le judo traditionnel, tu vois, du judo en fait. Donc on avait une Mmh. petite notion de ça et avec ça on se débrouillait, hein. C'était pas le judo brésilien n'était pas encore rentré à l'époque en France. Ça n'existait pas, c'était pas connu encore. Ouais. Donc voilà. Et comme je te dis, à l'époque c'était vraiment la guerre de discipline. Et On n'était pas complet, c'était chacun sa ouais. discipline, on se débrouillait de trois bricoles. Et maintenant, quand j'y repense, j'avais pas le niveau en vrai. Au sol, j'étais bidon, bidon total. Mais je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir parce que je venais de la boxe. Et c'est pareil, c'est normal. Et tu continuais aussi à boxer en kick à ce moment-là Je continue aussi ou à faire le kick, ouais. tu Ah non, 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 je continue, continue. ouais? Bah, tu sais, les combats de MMA, il n'y en avait pas, hein, il y en avait très très peu à l'époque. Il n'y avait Il pas y en a pas beaucoup, autant ouais. d'organisation que maintenant, il y avait très très peu. Donc non, non, j'ai continué sur le Et kickboxing. je sais que tu disais souvent que tu t'entraînais, beaucoup, tout seul. Tu t'étais Exactement. aussi beaucoup, formé tout seul. Du coup, comment Exact. ça s'est passé? Parce que donc au départ, tu avais un coach et après, c'est quoi? C'est toi qui es venu compléter tes entraînements ou alors, tu t'es séparé de lui et tu as continué tout Ah, seul? en fait, je me suis séparé de lui. Quand j'étais sur Lyon, il devait y avoir à l'époque trois clubs de kickboxing, box thaï dans tout Lyon, ou trois ou quatre, tu vois. Mais des vrais, et les autres, c'est des clubs loisirs. Il n'y a pas vraiment de club de compétiteurs. Nasser Kassem, il est venu bien, bien après. Donc, il y a pas de club, tu vois. Et en fait, mon coach, en fait, il a commencé, il est un peu insociable. C'est un gars qui s'embrouille avec tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et il s'appelle Richard Gury, hein, je peux le Ouais. dire. C'est des gens qui connaissent et ils te diront, c'est un gars qui est marrant, qui est sympa, mais il est vraiment très, très dur. Et en fait, il faisait plein de réflexions. Un jour, j'ai fait un championnat d'Europe et j'ai perdu en finale, tu vois, où on m'a volé la. C'était un combat où je gagnais en même perdant, mais juste avant, il y avait un Russe qu'on avait volé. Donc, ils sont rattrapés sur mon combat. Et même les adversaires, ils sont venus à moi, ils ont dit, ouais, bah, c'est bon, en fait, c'est toi qui méritais de gagner. Donc, mon coach, il savait que j'avais gagné. Mais pourtant, il me dit, ouais, c'est bon, t'es fini, t'as perdu le combat. Et en fait, il a fait que je m'occupe plus de toi, je m'occupe plus de toi, je m'occupe plus de toi. Puis il disait à tout le monde. Et en fait, ça m'a vraiment saoulé. Et puis, c'était devenu très conflictuel. Donc je dis, bah écoute, tu peux t'occuper de moi, je me barre, je me débrouille tout seul. Et donc c'est là où en fait j'ai fini par m'entraîner tout seul. Et c'est quand je suis parti de chez lui que ma carrière elle a explosé en plus. C'est là où j'ai pris plein de titres de champion, c'est là Mmh. où tout m'appelait pour combattre un peu de partout. Parce que c'est un gars que personne n'aimait à l'époque. Donc du moment que j'étais avec lui, les gens ils me Et boycottaient un peu.
Et est-ce que tu crois que c'est, du coup, c'est ça le fait d'être parti, ça t'a donné une rage en plus ou ça t'a permis de penser, différemment parce que tu as été obligé de te débrouiller? Qu'est-ce qui fait? Tu crois que c'était quoi la Franchement, pour être différence? sincère, la rage, non, je pense que la rage, je l'avais déjà. Non, la rage, j'avais. C'est juste que tu apprends à te débrouiller et tu vois les choses un peu différemment, comme tu dis. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que ça va faire sourire certains, mais aujourd'hui, je suis meilleur combattant qu'il y a longtemps. Et pourtant, je m'entraîne plus comme avant. Et aujourd'hui, quand je boxe avec tous mes petits jeunes, mes Mmh. petits frères compagnie, je leur mets encore tu vois, on va dire des rousses. Ils vont dire que je suis prétentieux, mais tu vois, j'arrive encore à être au-dessus d'eux, techniquement, mais pas parce que je suis meilleur que physiquement, machin. Je pense que j'ai un coup d'œil, une expérience, que j'arrive je vois la boxe différemment. Et ça, c'est quand je suis passé entraîneur. Dès que je suis passé entraîneur, donc quand Mmh. tu expliques les choses, tu vois la boxe complètement différente. On l'aperçoit pas de la même manière. Et c'est ça qui m'a Mmh. fait vraiment, vraiment progresser. Et du coup, bah maintenant, techniquement, ouais, je suis meilleur. Mais après, est-ce que dire, c'est parce que je suis parti de lui? Le fait que je suis parti de lui, on m'a proposé plein de combats après. Parce que lui, on me boycottait quand j'étais chez lui. C'est un gars qui est pas aimé du tout. Et donc, en tout cas, ouais, ça m'a aidé. Et du coup, à quel moment tu t'es mis, à enseigner donc qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement? La vérité, ce qui m'a amené à l'enseignement, c'est l'argent. Parce que j'étais étudiant, j'étais en fac de Ouais. sport. Et j'avais un logement, j'avais plein de frais, des allers-retours Lyon-Saint-Étienne. J'avais chaque fois 1 heure de route pour venir m'entraîner et compagnie. Donc il fallait de l'argent, l'essence compagnie. Et donc j'ai donné des cours au départ dans une MJC, juste pour souvenir mes besoins, tu vois, pour mes factures. Et très vite, j'ai été pris par le, par cet engouement, par cette passion de partager, de donner des cours. Et puis, je sais pas si toi, tu vas partager mon point de vue, mais d'une certaine manière, quand tu entraînes, tu as, un certain pouvoir, tu vois. Tu te sens utile, tu sens que les gens ils t'écoutent, on te respecte, tu Mmh. vois. Et moi, j'ai beaucoup souffert ça quand j'étais jeune. Ouais. Le respect, compagnie, tu vois. Donc, du coup, ça m'a donné confiance en moi. Les gens, ils étaient plus âgés que moi et ils me respectaient, ils se taisaient. Je les frappais, hein. J'avais une méthode rang militaire. Mmh. Et du coup, ça m'a permis de voir aussi la vie différemment, d'être plus responsable, d'arriver à l'heure, de prendre soin d'eux, d'être un peu plus comme un grand frère, tu vois. Un grand frère, j'ai ça, mais il y en a certains, ils Mmh. étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais bon, ça m'a beaucoup responsabilisé et puis franchement, j'ai kiffé, hein. Donc après, très rapidement, ben, j'ai aimé ça et j'ai ouvert carrément de la MJC, j'ai ouvert mon propre club. Voilà. Qui est encore aujourd'hui, que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Donc au départ, c'est l'argent La et après, salle que tu as, c'est ouais. Et la salle que tu as, c'est ta première salle? C'est la même depuis le début? alors, non, en fait, c'est la même entité, sauf qu'au départ, on me prêtait les salles à la mairie, tu vois. Mais Ouais. les horaires qu'on me donnait, c'était pas. Ouais. Par exemple, quand j'ai démarré, on me donnait un créneau à 9 heures. Et j'avais du monde, hein, à l'époque, hein. À Mmh. 9 heures, on finissait à 10h30, 11 heures Ouais. des fois, parce que je faisais d'entraînement. Donc, t'imagines, tu commences ton premier entraînement à 9 heures, Ouais. 9h15. Donc, les créneaux, ils n'étaient pas du tout adaptés. Et puis surtout, la salle était trop petite. J'ai, Comme je te l'ai dit, à l'époque, il y avait très Mmh. peu de gens qui faisaient du kickboxing ou boxe thaï. Donc, bah, forcément, c'était un peu à la mode. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de succès. Très rapidement, j'ai des gars qui ont été champions de France. Donc, en plus, on se baladait pratiquement tout le week-end. On partait en compétition, tu vois, en champion de France, en kickboxing, en boxe thaï, et un petit peu les gars-là. Et puis voilà. Mais après, donc, du coup, comme les créneaux étaient plus adaptés, j'avais un club dans le 8e, Lyon 8e, un club dans Lyon 5e, et un club dans 8e, 9e, 8e et 5e, dans 3 endroits différents. Et ben, en fait, c'est là où je me suis décidé, je vais tout centraliser dans une grande salle à mon nom. Et c'est là où je suis devenu, on va dire, entre guillemets, privé. Comme toi, où voilà, j'ai ma salle, où c'est moi qui Ouais. ai les créneaux que je veux, et j'ai surtout une très très grande salle. Voilà. Ouais. Ouais. Et tu as fait, kickboxing et boxe thaï dès le début ou Yes, tu parce que ta kickboxing, boxe spécialité, thaï c'était quoi? et MMA. Le Je faisais MMA d'entrée de jeu, hein. et Donc MMA? MMA, je l'enseigne depuis 2005. Mais ça marchait pas à l'époque. Ça marchait mais pas du tout, pas du tout. Tu leur disais au combat au sol, ouais, on n'est pas des, excusez-moi du terme, on n'est pas des PD, on n'est pas des homos à se rouler par terre entre eux. Ouais. Parce que ils avaient vraiment des idées reçues, les gens, de se rouler par terre, tu vois, étrangler. Ouais. Pour eux, le fait de faire du, du, du grappling, tu vois, bah pour eux, ils avaient, tu vois, des fois, t'es entre les jambes, à 4 pattes, ils avaient des idées reçues, les gens. Ouais. Donc, ils aimaient pas ça. Et aussi, ils connaissaient pas, tu vois. Donc, ça a pas marché. Et à l'époque, Ouais. je leur disais, vous allez voir, à un moment donné, le MMA, il marchera, enfin, dans mon cours, il marchera aussi bien que la boxe, et après, à un moment donné, il marchera mieux. Et bah, tu vois, là, on y est arrivé, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai autant de Mmh. combattants, enfin, autant de Ouais. pratiquants qui viennent pour le MMA que de la boxe. Voilà. C'est pas encore déplacé, j'ai pas encore plus de gars Et de MMA, mais ça va ouais. pas tarder, je pense. C'est un an ou deux,
pense qu'il y aura plus de gens MMA qu'en boxe. Et tu as réussi à concilier du coup, parce que moi je sais que ce que je vois souvent, ce que j'ai observé, c'est quand même que les mecs de la boxe thaï, ils regardent un peu de manière un peu condescendante le kickboxing. Ils trouvent que c'est un style un peu inférieur à la boxe thaï, machin, tout ça. Enfin, moi j'ai souvent vu cette attitude-là de la part des pratiquants de boxe thaï qui trouvent que le kickboxing c'est naze, quoi, tu vois. Et toi, tu as réussi à faire les deux, quoi. En fait, j'ai réussi à faire les deux. Ça a donné, bah, en vrai, j'ai enseigné un système un peu hybride, tu vois. KO1, c'était plus du KO1 mais avec du Hmm. corps à corps, tu vois. Donc c'était entre les deux. Et Ouais. les gens qui venaient des clubs de boxe thaï, il n'y en avait pas beaucoup encore, comme je te dis à l'époque. Donc les gens, ils ne savaient pas ce que c'était la boxe thaï. Donc quand je leur disais on fait de Hmm. la boxe thaï, un peu de corps à corps, bah, ça leur suffisait. Ils n'étaient pas pratiquants de boxe thaï. Donc ils n'avaient pas ce regard de boxe Hmm. thaï plus fort que le kickboxing. Et moi, je leur Ouais. disais, ce qui est bien en boxe thaï, c'est le corps à corps, le clinch, la puissance, le coup d'œil. Tu vois, ils ont une façon stratégique de bloquer le combat. Mais en même temps, ça manque de fluidité, ça manque d'enchaînement, c'est sur un coup, deux coups. Donc je leur disais, bah, nous ici, on fait les deux, on mélange les deux. Et donc très rapidement, j'ai des gars qui ont combattu qu'en boxe thaï, qui ont préféré que la boxe thaï, d'autres que le kickboxing ou K1. Mais malgré tout, mes élèves, ils boxaient dans les deux. Tu vois, si on avait un combat boxe thaï, on y allait. Et si on avait un combat de kick, on y allait. Alors que, comme tu le dis, à l'époque, un mec de boxe thaï, tu le dis kickboxing, bah, il va dire jamais de la vie. C'était Ouais. un, un sacrilège pour lui. C'était, ouais, laisse tomber, ça va pas, non. Ouais, c'est C'était, ça, ouais. donc il y avait, et ça, elle est restée longtemps, cette guerre entre kickboxing et boxe thaï, tu vois. Euh, Quand nous, on arrivait en boxe thaï, des Bah, fois, franchement, ah ouais, tu encore penses, aujourd'hui, moi, je la ressens encore des on la fois. ressent encore aujourd'hui. Bah, quand nous, on arrivait Bah, dans notre combat boxe les thaï, vrais puristes, tu vois. ah ouais, bah, Les vrais puristes, parce que moi, la boxe thaï, je trouve ça très bien comme style, mais j'ai remarqué que mais il y a comme d'autres styles, comme le jiu-jitsu brésilien aussi, c'est des styles où les gens deviennent assez addicts, tu vois. mhm, Et enfin, ils surkiffent, ils rentrent dans un univers, ils font une immersion dans la culture et tout ça. Et du coup, bah, tout ce qui est en dehors de ça, ça devient, tu vois, c'est pas bien, quoi. Et en fait, ils jugent tout par on va dire le prisme ou si tu veux la vision de leur style à eux. C'est-à-dire ils voient un mec qui fait du kickboxing, ils vont le juger par rapport à ce que eux ils font en boxe time, mais c'est pas la même discipline, tu vois. mhm, Enfin, pour moi, c'est comme si tu juges un mec de boxe taille sur sa boxe anglaise, sur les critères de la boxe anglaise, tu vois. mhm, C'est pas la même, c'est pas la même chose, quoi. Mais je le ressens, enfin moi, c'est un truc que je ressens encore, que ce soit dans les clubs ou que ce soit même dans les commentaires sous les vidéos, les machins et tout ça. mhm, Je vais savoir en fait souvent le mec ce qu'il pratique par rapport à ce qu'il va dire, tu vois, par rapport au type de mhm, réponse qu'il va mettre. mhm. Bah, Toi, tu ressens plus trop ça. non, je ressens plus du tout. Bah, parce que maintenant, les gens, ils ont intégré que je faisais de la boxe thaï. Ils m'ont intégré dans leur Hmm. famille. Mais avant, quand on faisait les compétitions, comme nous, on vient du kickboxing, donc on avait un système plus kickboxing, d'éviter, mettre du rythme et tout, tu vois. On nous disait, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là, tu vois. On nous faisait comprendre, hein. Ouais. Et comment on a reçu plein, dans les débuts, on a eu plein de réflexions. Ah, mais c'est du kickboxing, pourquoi vous êtes là? Vous n'avez rien à faire là. Donc il y a vraiment cette, comme tu dis, guéguerre. Moi, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et je partage ton avis, moi, sur tu sais, le jiu brésilien et la boxe thaï. Parce que je pense que les gens, ils arrivent plus facilement à, comment dire, tu sais, le groupe d'appartenance, c'est la pyramide de Maslow, là, tu vois. Hmm. Comme les crossfighters, tu vois, Ouais. comme ceux qui font du crossfit. Et ben pour eux, Hmm. on fait de la boxe thaï avec tout ce que ça engendre, l'histoire, la culture, on est les plus forts, on est les meilleurs. Ouais. Donc, alors que le kickboxing, son histoire, tu sais, il n'y a pas vraiment d'histoire, ça vient un peu du Japon, Oui. et on ne sait pas trop, c'est du karaté qui sont mis à faire du kickboxing. Ouais. Il y en a qui vont dire que ça vient du Japon, il y en a qui vont dire ouais, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, donc c'est plus difficile de s'identifier en tant que pratiquant de kickboxing, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais par contre, du tout brésilien, il y a une histoire, et boxe thaï, il y a une histoire, donc du coup, bah, les gens, comme tu dis, je pense qu'ils deviennent plus facilement addicts. Il y a le ramway, tu vois, il y a des noms, Ouais. donc peut-être qu'ils arrivent plus facilement à s'identifier, à se représenter en tant que pratiquant. Alors que le kickboxer, lui, pas trop. Par contre, tu vas le retrouver chez les mecs qui font de la boxe française. Tu vois. En boxe française, Ouais. pareil. Hmm. Aussi, Oui. ils ont un peu ce culte. Nous, alors en boxe française, on est plus technique, on est plus esthétique, on est efficace malgré tout. Tu vois, ils ont aussi un petit peu ce truc mis à l'écart. Et ils nous jugent des fois. Et parce que ouais, je crois que la boxe française, leur problème, c'est qu'ils ont
une sorte de complexe d'infériorité, mais d'infériorité de popularité. Je suis C'est-à-dire d'accord avec toi. que le style, moi, je le trouve très bien, tu vois, de la boxe française. Je trouve qu'il y a plein de choses hyper bien dedans, mais il y a des choses qui ont fait que ça n'a pas eu la popularité que ça aurait pu avoir. Ils sont un peu, bah, ils l'ont un peu mauvaise des fois, tu vois, de se dire, putain, enfin, nous, on fait des trucs. On est plus propre techniquement, on est plus ci, on est Mmh. plus ça, et pourtant on n'a pas cette reconnaissance. Et du Mmh. coup, ils vont être un peu Frustré. rageux des fois à cause de ça, tu Mmh. vois. Ouais, voilà. Déjà Mais tu vois, déjà ça là, me fait penser franchement, à une histoire ouais, aussi. salopette, hein. Qu'ils auraient enlevé la salopette, ça aurait changé plein de choses, Ouais, ben c'est ça. la vérité, hein. Même problème que la lutte. Même problème que la lutte Ouais, en France, tu vois. ouais. La tenue, c'est la tenue, quoi. Mais Mmh. ça me fait penser à une fois, tu vois, j'avais été à un gala de boxe thaï. Et je croise un ancien mec de mon club qui n'était pas un de mes élèves, mais qui avait passé pas mal de temps dans le club, qui était parti ailleurs et qui était à fond dans la boxe thaï, le style Mmh. fimeux. Il a été en Thaïlande et tout. Du coup, on passe la soirée ensemble, on regarde des combats. Et à un moment, il y a un combat. Je sais pas si c'était pas Willy Borel, mais peut-être un mec qui combattait en taille, mais qui était champion de kick, tu vois, Mmh. qui prend un mec très fort de la boxe taille avec le style fumeux et tout ça. Mais franchement, le mec du kick, il le domine de ouf, tu vois. Il lui met un volume de coups de salaud, il n'arrive pas à suivre. Et tu vois, j'ai mon pote à côté qui était à fond sur la boxe taille. Je fais putain, il l'a défoncé, tu vois. Il me fait ouais, non, il fait non, mais il n'a pas le style fumeux. Il fait non, franchement, moi, j'aime pas. Et je fais qu'est-ce que tu veux de plus? Il lui a mis la misère, il l'a touché, il l'a sonné, il lui a mis tout, il y a tout qui passait. L'autre, il a pas arrêté de frapper dans le vide. Alors peut-être qu'il avait un style fimeux, mais en termes d'efficacité, tu peux rien dire, quoi. Et ben non, parce que ça correspondait pas, ça rentrait pas dans la case belle technique box taille. Et ben Mmh. il pouvait pas apprécier euh, bah, la supériorité de l'autre, tu vois. Et je trouvais ça dommage, quoi. Et il a gagné au final? Ils l'ont mis gagnant malgré tout? Ouais, l'autre a gagné, mais genre le public était pas content, quoi. D'accord. Après, tu vois, Parce que c'était un public pour la boxe thaï. ouais, mais après, moi, tu vois, aussi un truc, bon, là, ils l'ont mis gagnant, c'est bien, mais un truc que je trouve vraiment très dommage, et on en a beaucoup souffert quand on est des jeunes en compétition, c'est les vols. Mais tu sais, les vols, pas juste il a un peu Ouais, dominé. Il y a des fois, il y a des combats où tu te dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu mettre l'autre gagnant? Et c'est ça qui a pourri un peu qui a pourri un peu les sports, tu vois. Mais vraiment, des vols, ouais, franchement, on en a beaucoup subi, nous. Et en plus, parce que tu viens pas de Paris, ouais, parce que tu viens pas de ci, ou c'est horrible. Et pareil, en boxe thaï, quand on combattait au boxe thaï, des fois, on nous mettait perdant parce qu'on venait du kickboxing, nous. On a subi des fois pour moi, c'est du mhm, racisme, tu vois, de discrimination. Comme on faisait kickboxing, et ouais, encore, on n'était pas aussi bon qu'eux, on nous a mis perdant plein de fois, alors que l'autre, il n'arrêtait jamais de gagner. Et parce que voilà, vous venez du kick, on va vous sanctionner. C'est c'est dommage d'en arriver là. C'est un peu, c'est bon, c'est comme ça. ouais. Ouais, non, c'est pas évident. Et alors toi, quand tu t'es mis à enseigner, est-ce que tu as continué à combattre ou ça a été le moment où tu as arrêté Ah, la compétition? j'ai continué à combattre. J'ai continué. En fait, T'as réussi à faire les deux parce que... au moment où en fait, quand j'ai commencé l'enseignement, j'avais 21 ans. Donc, tu penses bien que je faisais à peine les chemins de Ouais, France à l'époque. hmm, Moi, j'ai commencé, c'est pour payer mes études. Donc, c'était ouais, vraiment, voilà, payer mes études au départ. Après, je me suis pris goût, super ambiance. En plus, quand tu as 20 ans, tu pars en week-end à Paris, tu pars un peu de partout avec le minibus, avec les élèves, mais finalement, c'est un peu tes potes, tu vois. C'était génial. C'est des super souvenirs. Et, mais non, non, je combattais et je m'entraînais. Voilà. Et en plus de ça, je m'entraînais et seul. t'as toujours réussi à bien faire la séparation? Ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même, pour moi, presque deux choses opposées. Parce que quand t'enseignes, tu dois être, on va dire, altruiste, c'est-à-dire que tu es là pour les autres, t'es pas là pour toi. Et quand tu te prépares pour un combat, tu dois être égoïste parce que c'est toi qui montes, il faut que tu te prépares toi, tu vois. Et je trouvais que de concilier les deux, c'est pas évident, tu vois. En Alors, fait, moi, j'ai vu des fois des coachs compétiteurs, bah, leur cours, tu sens quand il est en préparation, c'est pas pareil, quoi. alors, tu as raison, mais moi, en fait, si tu veux, je partage, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais je m'entraînais pas avec mes élèves, moi.
Mais tu as le Même droit les de dire que sparring. j'ai pas raison, hein. Non, 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 le contraire, je trouve que c'est deux choses différentes. Tu peux pas t'entraîner et entraîner les gens, c'est pas possible. Donc moi, je m'entraînais seul. Quand je Mmh. m'entraînais seul, c'était quelqu'un qui me tenait les pas hauts. Je fais les sparring, mais mes entraînements, ils étaient en dehors des entraînements que je donnais. Donc il y avait la part des choses. Je m'entraînais moi, tu Mmh. vois, d'un côté, et quand j'entraînais mes Ouais. élèves, je m'entraînais. Donc je OK. m'entraînais pas moi à ce moment-là. J'entraînais que mes élèves. Et même les sparring, j'en faisais pas trop avec mes élèves parce que parce qu'il y avait deux choses. Ou les élèves, ils osent pas trop appuyer avec toi parce qu'ils te respectent et compagnie. Ou des fois, c'était l'inverse, les mecs, ils voulaient te. Mmh. Donc, il veut pas appuyer. Toi, tu les domines, ils vont dire, ouais, putain, Fod, il est salaud, il frappe trop fort, il est, tu vois, il est trop Ouais. avenant. Ou des fois, c'est l'inverse. T'as les mecs, parce que tu es le coach, ils veulent te descendre. Ils veulent montrer qu'ils sont capables. Et donc, Mmh. j'ai toujours trouvé, moi, que c'était pas une super ambiance. Et les fois, en plus, où j'ai fait des sparring, bah, une fois, j'ai mis un coup de pied retourné à un gars, il s'est baissé, il l'a pris là, et ça lui a cassé quelque chose ici. Et il m'en a voulu, le mec, pendant longtemps, hein. Tu vois, Ouais. et donc voilà, en plus, tu Ah leur fais un peu bah, ouais. mal ou machin, ils vont dire, ouais, c'est bon, il se la pète, il accepte pas qu'on le touche, ou tu vois, des trucs un peu. Donc, les sparring, j'en faisais rarement avec mes élèves. Donc, en fait, mes élèves, je les entraînais, et moi, je Ouais. séparais mes entraînements de ceux de mes élèves. Parce que, en fait, enfin là, je sais que sur ça, il y a pas mal de coachs qui sont pas forcément d'accord avec moi, tu vois. Mais moi, de mon point de vue, même s'il y a des fois, je faisais pas comme ça, mais la majorité du temps, quand je donne un cours, je m'entraîne pas parce que si je suis en train de m'entraîner, je peux pas regarder tout ce que tous les élèves, aller les corriger, voir les détails. Et puis souvent, je trouve que tu te nourris, tu vois, des erreurs, des choses à corriger dans la suite de ton cours. Et tu passes à côté de plein de choses si tu es en train de t'entraîner. Mais je sais que pour un aspect pratique, il y a pas mal de coachs qui ont en fait, c'est pas leur boulot à plein temps, donc ils ont un boulot la journée. Et quand ils donnent cours, c'est un peu leur seul moment aussi où ils peuvent s'entraîner. Donc ils donnent un cours et ils s'entraînent en même temps, quoi. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que pour toi, un coach, il doit s'entraîner? Parce qu'il y en a, ils vont dire oui, mais comme ça, tu aides tes élèves à progresser, tu tournes avec eux, ça les aide et tout ça. Et puis, il y a ceux comme moi qui vont dire tu passes à côté de plein de choses parce que tu n'es pas en train d'observer, de prendre tous les détails et d'aller corriger les gens, en fait. Alors, je dis pas ça parce que c'est toi, mais moi, je partage ton avis. C'est où tu es entraîneur ou tu es pratiquant. Tu peux pas mélanger les deux. Si tu viens, tu viens. Les Ouais. gens, quand ils viennent pour que tu les entraînes, pour que tu les corriges, pour que tu sois près d'eux. Et oui, c'est vrai, après, si tu fais du sparring sur la fin, il n'y a pas de mal. Parce que tu les as entraînés, donc là, c'est du sparring, Mm. donc ça fait partie encore d'entraînement. Mais quand tu as fait un sparring, peut-être tu ne feras pas aussi les autres ce qu'ils font et les corriger. Mais encore, on va dire, les gars, ils sont en sparring, ils se Oui. débrouillent, ils s'amusent. Mais tu peux pas entraîner et entraîner les gens. Tu peux pas t'entraîner et entraîner les gens en même temps. C'est pas possible. Ça veut dire à un moment donné, quand tu te concentres sur toi, tu te concentres pas sur les autres, forcément. Et les gens, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu Oui. les corriges. Tu vois, même si c'est un cours collectif et c'est pas du coaching, donc tu pourras jamais corriger tout le monde, tu pourras jamais dans une séance ou aider tout le monde. Mais il n'empêche que tu es là pour t'assurer qu'il y a un bon roulement, une bonne animation aussi. Tu es là pour animer, pour mettre de l'ambiance, tu vois. Parce que moi, ma définition d'entraîneur avant tout, un bon coach, c'est aussi un gars qui sait bien animer, qui sait bien gérer son cours, tu vois, qui est là pour gueuler quand il faut gueuler, qui va rigoler quand il faut Ouais. rigoler, tu vois, qui est proche de ses élèves sans être trop proche non plus, qui met une petite barrière. Mais surtout, pour moi, le coach, c'est le gars qui motive ses élèves, tu vois, qui comprend ses élèves et qui les motive. Voilà. Mm. Quand tu vois qu'un gars qui ne s'entraîne pas trop, eh ben, il doit essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ce gars il est pas bien, qu'il est triste, qu'il lui arrive une galère. Tu vois, le coach, même si c'est pas un psychologue, même si on fait pas du social, on a quand même malgré tout cette fonction de on doit aider nos élèves et des fois ça va au-delà de l'aspect sportif, tu vois. Et quand tu regardes bien, au On début, s'en moi, rend pas compte, hein, souvent. alors, ils ne se rendent pas compte. Dans mes débuts, je vais te faire une confidence. Quand je commençais à donner des Je dis, cours, on s'en rend pas compte en tant que coach. de quoi? Que quoi? De ça, je sais pas, en fait, comme des fois ça se décale un peu avec internet, on est un peu en décalé. Du coup, je te parle par-dessus toi, mais c'est parce Ah, d'accord. que on est en décalé. Mais je disais, nous, le fait qu'on apporte en tant que coach beaucoup plus parfois que simplement donner des cours, on s'en rend pas toujours compte. Mais je sais que les élèves, moi je l'ai vu plusieurs fois, ils viennent te voir et ils te disent que tu as changé leur vie ou que tu leur as apporté tellement de choses et tout ça. Et toi, parfois, tu as juste l'impression de donner ton cours de boxe ou de kick ou de je ne sais quoi. Et tu te rends pas compte que tu as un impact qui va beaucoup plus loin que ça, quoi. Exactement. Ouais, alors moi, je me rends compte parce que les gens, ils me le disent. Tu vois, récemment, j'ai acheté une voiture.
chez un élève à moi. Et l'élève, il m'a fait une, il m'a fait faire une affaire, il m'a fait gagner 7 000 euros. C'est-à-dire que le mec, en fait, c'est comme s'il m'a Ouais. offert 7 000 euros. Et pourquoi? Parce que c'est un gars, à un moment donné dans Ouais. sa vie, il s'est retrouvé à la rue, il dormait dehors, dans sa voiture, et il venait aux entraînements, tu vois. Mais je ne le savais pas, moi, à ce moment-là, tu vois. C'est là où on ne peut pas savoir la vie de tout le monde non plus, et on ne Mm. peut pas questionner tout le monde. Mais par contre, dans mes cours, je donne beaucoup d'aspects, moi, un peu de dev personnel, de psychologie, de neurosciences, soit à la fin de chaque cours, en général, je leur donne une petite notion, tu vois, d'habitude, de comment on mange, de comment on dort, de respiration, bref, Mm. plein de trucs sur la difficulté, sur la confiance. Et ce gars-là, il me disait, à chaque fois que j'étais pas bien, je repensais à ce que tu me disais, ça m'a fait du bien. Il me dit, en fait, tu m'as aidé et tu peux même pas te rendre compte comment je suis reconnaissant. Et ça l'a permis, lui, de rebondir. Et puis maintenant, le mec, Ouais. il est prêt, je crois qu'il est millionnaire, le mec, maintenant. Tu vois, il a super bien rebondi. Il vient d'acheter Ouais. un truc à 1 million d'euros. Il est super bien. Et donc, du coup, quand il m'a vendu la voiture, il m'a fait économiser 7 000 euros. Donc, je l'ai payé 7 000 euros en dessous du prix du marché. Énorme. Et il m'a dit non, non, c'est moi qui te remercie. Ok, bah, Ouais. c'est cool. On se Ah ouais. remercie Bah, mutuellement. ça, c'est une belle, Tu vois? Donc, voilà, c'est pour dire que c'est vrai c'est que des une fois, belle reconnaissance. c'est vrai que des fois, tu vas aider quelqu'un, tu le sais pas, toi. Bah, tu vois, je pouvais pas savoir que ça l'avait aidé, les petits discours. Mais bon, voilà. Ouais. Et mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, quand tu es entraîneur, voilà, mon coach, il doit comme malgré tout être proche de ses élèves, les motiver, euh, les appeler, tu vois, et avoir ce côté un peu motivant. Et ça, tu peux l'avoir que si tu es vraiment qu'entraîneur. Mais si en plus tu combats, forcément, ou tu t'entraînes, bah, tu es un peu collé sur toi-même. Et donc, il y a plein de petits détails que tu verras pas sur tes élèves. Et donc, tu vas passer à côté de plein de choses. Tu vas pas les Mm. corriger, tu vas pas les motiver, tu vas pas voir qu'il y a un problème. Bref, donc non, moi je partage ton avis. On est ou entraîneur ou combattant. De temps en temps, ça peut le faire, Ouais. c'est occasionnel, mais il faut que ça reste occasionnel. Et après, ces gens-là qui n'ont pas le choix, bah après, ils n'ont Ouais, pas le c'est-à-dire choix. Donc, que ouais. bah, est-ce qu'ils font bien leur boulot? Peut-être qu'ils le font bien, hein, je sais pas, hein, mais bon, à choisir, moi je pense qu'il faut ou t'es Bah, je pense entraîneur ou que combattant. ils, ouais, ils peuvent peut-être le faire bien, mais ils le font toujours moins bien que Exactement. s'ils se concentraient à fond sur Bah voilà, juste l'entraînement, tu vois. t'as tout Ça ne résumé. veut pas dire que automatiquement que le cours sera pas bien, mais pour moi, je suis quasiment sûr que leur cours serait mieux s'ils s'entraînaient pas pendant qu'ils donnent cours, quoi. Hmm. Ouais, bah Mais ça, bon, ça c'est après c'est un débat. Ouais. ouais, c'est un débat. Et alors toi, au départ, quand tu as commencé à donner tes cours, ouvrir ton club et tout, tu avais quand même un autre taf à côté ou tu as réussi à vivre de Non, ça non, non. Non, non, rapidement? si tu veux, très, très, très. J'ai intégré une fac de sport, l'UFR STAPS, sur Saint-Étienne, parce que je m'étais inscrit trop tard pour Lyon, donc finalement j'ai dû aller Ouais. sur la fac d'après, tu vois, à Saint-Étienne, qui était à 1 heure de Lyon, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et, et donc j'étais étudiant, entraîneur pour gagner un peu ma thune. Et puis dès que je suis sorti de la fac, je voulais être prof de PS. Et la vérité, j'avais pas le niveau. À l'époque, il y avait 12 000 candidats et ils en prenaient que 900, je crois, ou 400. Donc en fait, il y avait trop de demandes pour eux. Et j'avais Ouais. pas le niveau, il fallait faire partie des premiers. Et donc je me suis orienté dans la préparation physique, tu vois. Et très rapidement, en fait, j'ai eu, on va dire, le privilège de coacher Benzema. Tu vois, Karim Benzema. Je sortais juste de la fac et un jour, il est vers moi. On m'appelle, on me dit, ouais, un pote à moi m'appelle, me dit, ouais, Fouad, ça dirait de coacher Benzema? De faire de la boxe? Je dis, bah ouais, bien sûr. Bien, ok, bah vas-y, on va venir s'entraîner avec toi. Et puis après, bah, plus rien. Je dis, ouais, c'est encore un mytho, lui. Tu sais. Mais 6 mois après, il m'appelle, il me dit, ouais, tu veux toujours entraîner Benzema? Je dis, ouais, bah, est-ce que tu peux entraîner ce soir? Je dis, ouais, bien sûr. Je me suis débrouillé, tu vois, je lui ai fait un cours. Et à la fin, je lui dis, écoute, Cam, t'es là combien de temps sur Lyon? Il me dit, bah, je suis là juste une semaine parce qu'après, je vais sur Paris pour faire de la prépa physique avec un préparateur physique italien. Je lui dis, bah, écoute, moi, je suis préparateur physique, tu sais, je sortais de la fac, je peux m'occuper de toi si tu veux. Il me dit, ok, bah, vas-y, demain, fais-moi un entraînement et on voit ce que ça donne. Et lui, il préférait, tu vois, à l'époque, en plus, il aurait préféré s'entraîner à Lyon pour rester près de ses amis, de sa famille, tu vois, parce que c'était la première année où il était parti au Real de Madrid, sa première année au Real de Madrid. Et donc, je fais entraînement, le deuxième entraînement, il a Ok. kiffé. Et à la fin, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, bah, écoute, on signe avec toi. Et donc, j'ai entraîné pendant un mois. Et donc, en fait, très rapidement, j'ai eu comme ça, bah, j'ai eu Karim Benzema, j'ai eu plein d'autres footballeurs du coup professionnels. Après, j'ai eu des basketteurs, j'ai eu des rugbyman pro. Et après, je me suis lancé moi dans le coaching. Donc, en fait, j'ai fait du coaching et d'entrée de jeu. Donc, je boxais et je travaillais en même temps du coaching. Mais le coaching, tu as vu, c'est cool. Tu fais 1 heure ou 2 dans la journée et c'est comme si tu travaillé toute la journée. Donc, c'était cool. C'est super cool. Donc, pour moi, ça allait super bien. Je vivais ma passion. J'avais une salle de sport le soir où j'étais rémunéré, plus mes cours de coaching, plus mes combats. Bah, c'était le top, hein. Donc, en fait, toute ma vie tourne autour des sports de combat. Ouais. Voilà.
Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Et est-ce que tu as vu une différence? T'as vu une différence, puisque toi, du coup, tu étais quand même du milieu des sports de combat et tout, là, avec un ou d'autres footballeurs professionnels, en termes de manière d'approcher l'entraînement, de charge de travail, je sais pas, de l'éthique de travail et tout. Est-ce que tu as vu une différence avec toi, avec les gens que tu côtoyais et Bien tout dans les sûr, sports de combat, bien sûr. quelqu'un qui est vraiment pro, tu vois, qui gagne beaucoup d'argent là-dedans et tout ça, quoi? Après, je vais casser un peu de certains mythes, tu vois. Et je pense que ça peut faire du bien à des gens, puis il y en a qui vont pas aimer ce que je veux dire. Les footballeurs, ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais en fait, ils seront tous d'accord avec moi. Au final, ils vont pas aimer, mais ils seront d'accord. Si tu veux, le milieu du foot, c'est un milieu qui est pourri gâté par l'argent. Et en fait, plus tu montes de niveau, et plus en fait, on te bichonne, et moins tu fais appel au mental. En fait, ah, t'es blessé, bon, vas-y, fais rien. Ah, t'as mal à la jambe, ah, fais rien. Et en fait, ils gagnent tellement d'argent, il y a tellement d'enjeux, qu'on a tellement peur que les joueurs se blessent, qu'on n'épouse jamais réellement un bon. Ce qui fait qu'on en a fait des, euh, des sportifs un peu trop, trop bichonnés et trop chouchoutés, tu vois. Et puis, attention, le Mmh. footballeur, le pro, hein, tu veux aller en vacances, on va te prendre tes vacances. Tu veux un appartement, on va t'en chercher pour toi. Ta voiture, en fait, on fait tout pour qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils se reposent, qu'ils se Mmh. concentrent que sur le travail. Mais en les rendant comme ça, on les a pas responsabilisés. Et c'est un grand écart avec les sports de combat où nous, quand on s'entraîne, on va au charbon, il faut que ce soit dur, il faut qu'on dépasse nos limites. Et quand Ouais. quand j'ai amené justement cette vision dans le milieu du football, bah en fait, c'est là où justement j'ai cartonné. Cette discipline, ce dépassement de soi, ils l'ont pas au football. Ils l'ont quand ils sont amateurs, mais plus tu montes de niveau, et plus ça se perd. Tu vois, plus, et de moins en moins. Et ceux qui l'ont, bah, comme Benzema par exemple, Ouais, c'est bah, voilà, les mecs comme Benzema ou tous les grands stars, c'est les mecs, eux, ils vont dans le dépassement de soi. Après, tu vois, si tu veux, une fois que j'ai eu des sportifs de haut niveau, je me suis mis après à coacher carrément en club pendant les vacances scolaires et l'été, tu vois, là où moi j'étais tranquille. Bah, c'est là où on a besoin d'un préparateur physique, c'est lui qui s'occupe au football, donc pour des clubs pro, hein, j'ai géré des clubs pro. Euh, Bah, c'est eux qui font la préparation, ce qu'on appelle, la- on va dire la première phase, la plus importante qui dure 5 6 semaines, tu vois, où ils font des stages. Et après, le reste de l'année, ils ouais. ont un entraînement dur par semaine, vu qu'ils ont des matchs toutes les semaines, et qu'entraînement. Et donc c'était là où on me confiait moi le plus gros du travail. Et quand je suis avec mes méthodes bah, du milieu du fight. Et ben, au début, les joueurs, il y a un joueur qui était pro. Il me dit, ouais, putain, on s'entraîne trop dur, c'est trop physique. Et il râlait, hein. Les joueurs, ils râlaient. Ils étaient vraiment pas contents. Et en plus, moi, j'avais une discipline où je les Ouais. frappais. J'avais un bâton, tu vois. Et il fallait pas qu'on manque de respect. Alors, c'était pour rigoler, mais j'enseignais vraiment un peu comme je faisais dans les sports de combat. Mais avec du respect, c'était cool, hein. Mais attention, faut pas manquer de respect. Si t'es en retard, tu prends un coup de Mmh. bâton, voilà. Ouais. Et ben, très rapidement, je me suis fait une super réputation. Et franchement, on a fait des très bons scores. Le club, quand il m'a pris, à la base, l'entraîneur, il était, il avait son diplôme européen de préparation physique. Un diplôme que moi, j'avais pas à l'époque. J'avais que STAPS j'avais un diplôme de préparation physique, mais lui, il avait un diplôme au-dessus. Et je lui ai dit, voilà, moi, comment j'enseigne, comment je vais préparer tes gars. Voilà, si jamais on bosse ensemble. Il me dit, ah ouais. Et moi, je m'étais inspiré des Américains. En fait, au football, comme ils font d'abord de l'endurance, après, ils vont faire de la force, et après, ils vont faire de la vitesse, tu vois. Et cet Américain, et les Américains, ils disaient que c'était pas bien parce que pour développer une qualité, il faut entre 4 et 6 semaines. Et eux, on leur faisait 2 semaines de force. En 2 semaines de force, tu vas pas prendre de force ou même de la vitesse. Donc eux, ils disaient, bah, d'entrée de jeu, on va tout travailler, toutes les filières, mais avec des prédominances endurance, prédominance en force, mais la vitesse, on va la travailler tout de suite. Et quand j'ai expliqué ça au coach, bah après, il est parti faire un stage au Paris Saint-Germain et ils lui ont dit exactement ce que je lui ai dit à l'époque. Et donc là, il me rappelle, il dit quoi, il faut être bingo, on le prend. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu de temps d'avance sur la préparation physique parce que je m'inspirais beaucoup des Américains qui, pour moi, ils ont encore de l'avance dans plein de domaines encore aujourd'hui, tu vois. Et après, mon côté discipline, taisez-vous. Et les entraîneurs, des fois, ils ont du mal dans les clubs à se faire respecter par les joueurs, tu vois. On parle pas du haut niveau, tu vois, même au niveau, hein, même au très haut niveau, hein. C'est ça que des fois, tu vois, Ouais. les joueurs, ils vont mal parler, ils vont rigoler, ouais, c'est bon, tu me casses la tête. Tu sais, des fois, il y a le respect, mais nous, en sport de combat, mais un élève, il me parle mal, il va en Ouais. prendre direct. Et eux, ils se chambrent un peu. Alors maintenant, ils essaient de leur Ouais. mettre plus de discipline, genre, si t'arrives en retard, ils ont une amende, tu vois, mais c'est que récent, tout ça, hein. C'est quoi, il y a 3 4 ans. Et là où tu vois une Mmh. grosse différence, c'est avec le rugby. Le rugby, ils sont disciplinés, ils ont, tu vois, ils ont un tableau où tout ce qui est, ils ont
tous les entraînements qui sont déjà définis, une horaire. Voilà, il vous reste 10 minutes pour manger, vous avez 15 minutes de pause. Voilà. Et en fait, ils les ont responsabilisés comme pas possible. Et au football, on les a vraiment trop chutés. Alors maintenant, on essaie de mettre des sanctions financières si tu arrives en retard et tout, mais si tu écoutes ton Walkman, ils te mettent des sanctions. Mais voilà. Mais je pense malgré tout, la discipline, elle n'y est pas au football. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je me suis éparpillé peut-être un peu. Si, si, ouais, ouais. Non, non, c'est bien. Mais justement, ça me fait rire parce que moi, c'est un truc que je vois. Alors, c'est pas pour nous envoyer des fleurs ou quoi, mais je trouve que souvent, les gens qui viennent des arts martiaux, des sports de combat, ils ont, ils ont pas peur d'aller tester des nouvelles choses. Ils s'intéressent, tu sais, on reste pas trop, on reste moins facilement, je trouve, dans un cadre. Et en termes de méthode d'entraînement, tu vois, on est assez ouvert en général et on aime bien tester des nouvelles choses et tout. Là où dans les sports très institutionnels comme le foot, machin et compagnie, bah, faut pas dévier de la norme, tu vois. Exactement. Et du coup, bah, c'est souvent, je vois, tu vois, des fois, je découvre des coachs qui ont une méthode intéressante et tout. Et puis, quand je m'intéresse à leur parcours, je vois que, en fait, c'est un mec qui a fait des arts martiaux, des sports de combat, tu vois. Quand tu regardes dans son parcours, même si c'est plus du tout ce qu'il fait, mais je me dis, tiens, encore une fois, c'est un mec qui vient des sports de combat et bah voilà, il a eu un peu cette ouverture d'esprit d'aller chercher des trucs pas communs, tu vois. C'est complètement vrai ce que tu dis, parce que tu vois, c'est bien que ça. Bah, tu vois, au football, par exemple, en fait, j'ai fait plein de clubs pro, hein, donc de national, deuxième division, troisième division. Hein, j'ai pas fait première division. En première division, j'ai fait un club de rugby, moi, le Loup, tu vois. Et bref. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, les entraînements, pratiquement, peu importe le club où tu vas, c'est les mêmes entraînements, des fois les mêmes exercices. Ce qui va changer, c'est l'animation du coach, comment le coach il va animer, comment il va parler avec ses gars, tu vois. Mais, 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 mais c'est fou. Hein. Et ça, tu t'aperçois que ils ont des exercices qui datent d'il y a longtemps. Ils n'ont pas dévié, même dans la préparation physique à l'époque. Ils sont restés dans le même schéma d'entraînement. Et comme tu dis, aucune ouverture d'esprit. Comme ils ont la même formation, bah, en gros, tout le monde fait la même chose. En gros, Mm. peut-être que maintenant, c'est un tout petit peu différent, je sais pas, hein, mais ouais, ils en sont. Alors que, comme tu dis, nous, en boxe, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, bien, dans les sports de combat, le crossfit, à la base, il vient un peu. C'est le MMA, hein, les premiers qui l'ont popularisé. Les combattants de Ouais. l'UFC, hein, qui l'ont Ouais, popularisé, ouais, ouais, grave. le CrossFit, le HIIT, pareil, c'est les combattants qui ont le Tabata et compagnie, c'est encore nous les combattants qui l'avons mis à logo, après maintenant on l'utilise de partout. Donc je pense que malgré tout, dans les sports de combat, on a comme une petite avance nous, sur plein de domaines. Regarde, retiens ça, là, en ce moment, moi, je développe un programme que je teste sur moi-même, et tu vois, dans quelques temps, bah, encore une fois, ce sera les combattants qui vont les utiliser en premier, et après, on va le voir. C'est des entraînements en apnée, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de protocoles pour augmenter ta condition Ok. physique sans aller courir, sans faire des footings, juste avec des petits exercices que tu fais chez toi. Alors, tu monter de genoux, tu fais du shadow, mais en apnée, poumon vide, avec par le nez, tu vois. Et on s'est aperçu bah, que ça permettait de produire de l'OPO. Tu vois, la même hormone, en fait, quand tu es en attitude ou quand tu t'entraînes intensément. Ok. Mais juste parce que tu es en apnée. Parce que ton cerveau, lui, il fait pas la différence que tu te fais un entraînement vraiment physique ou pas. Lui, quand il voit que tu manques de condition physique, bah, terminé. Il dit que c'est pas normal et boum, il va sécréter le, donc le PO va être sécrété par le rein. Moi, l'osseux, du globule rouge, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Pour dire que même encore maintenant, là, bah, dans les sports de combat, on est en train de tester des choses qui sont, moi, que je teste aussi, qui sont intéressantes et on les verra dans les autres sports après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, dans les sports de combat, on nous apprend Ouais. vraiment un dépassement de soi. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et dans beaucoup de sports de collectif, ils n'ont pas cette gamme. Parce que déjà, nous, quand on monte sur ring ou dans une cage tout seul, eux, ils sont plusieurs, donc ils sont pas bien, ils peuvent se reposer sur les autres Ouais. joueurs. Nous, on n'a pas ça. Nous, quand tu montes sur le ring ou sur la cage, tu es tout seul, donc tu es obligé de te donner à fond. Et tu dois justement essayer de chercher constamment T'es à te face à dépasser. toi-même. Ouais. Alors que dans le sport collectif, ils n'ont pas. Voilà. Ouais. Non, mais c'est sûr que, enfin, après, moi, les sports collectifs, je trouve ça bien et tout. C'est pas, ça m'a jamais énormément intéressé, mais c'est vrai que sur le mental et tout que ça développe. Après, bon, ouais, le rugby, je pense que faut avoir un bon mental aussi. Tu as des trucs genre le hockey où ça castagne aussi bien, tu vois. Mais tu peux quand même toujours un peu te reposer sur le collectif, tu vois, le groupe, ton équipe et tout. Là où dans les sports de combat, bah, quand tu es dans la merde, tu es tout seul face à quelqu'un qui te défonce. Les ressources, c'est toi qui dois les trouver. Les solutions, c'est toi qui dois aller les trouver. T'as personne pour venir t'aider, quoi.
Une question pour toi, Greg. Justement, tu as commencé par quoi comme sport, toi? Quels sont les sports sur lesquels tu as commencé? Parce que tu vois ce que tu viens de dire là, juste Moi, avec le sport que tu as fait, on peut faire un ouais. profil d'une personne. J'ai fait, petit, j'ai fait du karaté, mais on va dire que mon entraînement sérieux, il a commencé, à 14 ans où j'ai fait, kung-fu 1 an et après c'était du Wing Chun qui est aussi du kung-fu. D'accord, Mais moi, j'ai fait le Wing Chun, j'ai une base vraiment traditionnelle, tu vois? d'accord. Et c'est juste en 2000 que j'ai commencé la boxe anglaise, tout ça. Après, j'ai toujours été fan de boxe anglaise, génération Tyson, et je regardais tous les Mmh. combats. Et Mmh. même avant de faire de la boxe anglaise, j'avais eu accès à des, je sais plus sur quelle chaîne, ils repassaient des trucs en anglais, des documentaires sur plein de boxeurs, des vieux boxeurs et tout ça. J'étais passionné de boxe, même si j'en pratiquais pas. J'avais un sac de frappe et je m'entraînais à boxer tout seul, mais voilà, sans une vraie technique, tu vois. Mais moi, j'ai une vraie base d'art martial traditionnel avec une approche traditionnelle et pas compétition. C'est-à-dire, c'est pratique où tu essaies de pas forcément de t'améliorer pour te mesurer aux autres, mais te mesurer à toi, quoi, devenir meilleur par rapport à ce que tu es, tu vois. Et par contre, cette notion que je trouve qu'il y a parfois moins dans les sports de combat de le labeur, tu vois, la répétition. La répétition, la répétition, la répétition. Même si c'est chiant, tu fais des milliers de répétitions pour peaufiner ton geste. J'étais capable de travailler un geste seul devant mon miroir ou quoi pour le perfectionner des centaines et des centaines de fois et je me lassais pas, tu vois. Ouais, on n'a pas ça, nous, c'est vrai. Le sport de combat, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. C'est pour les gens qui font les sports de combat, c'est chiant ça. Mais, mais Greg, et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des sports de combat? Pourquoi le Wing Chun, par Moi, exemple? c'est la. Et, Bah, en fait, moi, j'étais comme toi, j'étais très bagarreur quand j'étais petit. Enfin, c'était mon temps. Je sais pas pourquoi, hein, tu vois, j'avais pas de raison. Enfin, j'étais dans un quartier où un peu chaud, mais c'est pas pour autant que voilà, ça explique que j'avais un peu une sorte de violence en moi. Donc j'étais très bagarreur, j'étais fan de tous les. Bah, moi j'aimais le Jackie Chan, Bruce Lee, mais Stallone, voilà, avec les Rocky. Je regardais tous les Chuck. J'avais un vidéoclub en fait qui était en face de chez moi, tu vois. Et donc, il y avait la section films d'action avec tous les Chuck Norris, les Kurt Russell, les Bronson, enfin bref, les trucs de ninja, American Ninja et compagnie. J'adorais ça, quoi. Et donc, plus ça, le fait que j'étais bagarreur ou je raconte souvent cette histoire, mais première semaine d'école primaire, on me dit tiens, lui, regarde, faut surtout pas s'embrouiller avec lui parce que et c'est le plus fort de l'école et en plus il a tous ses grands frères qui vont venir te défoncer si tu t'embrouilles. Je me suis battu avec lui direct et on est devenus potes après, tu vois. Mais on m'a dit faut pas, je suis allé m'embrouiller avec lui et je me suis battu avec lui, tu vois. Et mais il m'a respecté après par rapport à ça, tu vois. Euh, et voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Ce côté un peu, ouais, non, on me mettra pas, de jamais vouloir me laisser faire, on me mettra pas la pression et je me laisserai pas impressionner. donc, tu as un côté un peu Enfin, j'en ai eu tel plusieurs des brûlé, histoires comme ça. tu as un côté tel brûlé, un petit peu un côté rebelle, un peu de dépassement de soi aussi. Ouais, Et, et aussi, alors ouais. dans ce que tu me dis, hein, tu me dis si je me trompe, mais ça veut dire que toi aussi, comme moi en tout cas, tu avais de la frustration en toi. Parce que cette violence que tu exprimais, tu vois, d'une certaine manière, c'est un mal-être, tu vois, que tu as dû avoir. Mais toi, tu l'exprimais Mmh, avec la violence, c'est comme ça que tu l'exprimais. Et, et aussi, ça veut dire que c'est là où c'est paradoxe, tu avais une certaine confiance en toi. Même si tu n'étais pas, tu peux peut-être à l'époque avoir une mauvaise estime de toi-même, mais tu avais une certaine confiance en toi. Et mmh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, tu es entrepreneur, tu as une chaîne, tu as de l'avance aussi sur plein de trucs, tu es curieux, côté un peu curieux et avancé. Et puis, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est toi, le fait que tu t'entraînais seul, toi aussi, d'une certaine manière. Tu répétais les gestes. Donc, tu étais ouais. vraiment dans le côté un peu dépassement de soi et performance, finalement, à devenir le meilleur possible, quoi. Et tu savais que ça passait par tes entraînements et par toi, en fait. Non? Ouais. Ouais, non, carrément, ouais. Mais j'ai toujours eu, ouais. Après, il y a plein de choses, je pense, qui ont influencé ça. Mais comme toi, j'avais un peu ce côté euh, à croire, tu vois, dans les héros et à défendre et tout ça. Je me rappelle, je m'étais battu avec un mec qui avait, genre, qui avait poussé mon meilleur ami et lui qui avait
qui avait pas osé répondre. Et pareil, c'était un mec qui faisait peur à tout le monde et on s'est battu dans la rue, mais on était tout petits, on avait 8 ans. Et enfin, après, il y a la mère de mon meilleur pote qui était arrivée et il y avait tout un attroupement autour de nous et elle avait dit à mes parents, je suis désolé, j'ai pas réussi à les séparer. En fait, c'était tellement violent que ça m'a paralysé, quoi. Ah ouais. On était en train de se taper dessus. L'autre était plus petit que moi, mais il m'a mis des coups de boule par en dessous. Il me sautait en me mettant des coups de tête. J'ai terminé avec la tête comme ça. Et moi, je l'ai allumé. Enfin, une bagarre de gosse, mais tu vois, violente, tu vois. Et je supportais pas, en fait, tu vois, genre l'injustice ou qu'on essaie de s'en prendre à quelqu'un que j'aimais bien et tout ça, quoi. Donc, c'est comme toi, j'étais jamais le mec qui venait chercher l'embrouille réellement. Mais par contre, ouais, je voulais pas, je me laissais jamais faire. Et je vais pas dire que j'avais pas peur de me battre. Pour moi, enfin, c'est faux si tu as tout le temps peur. Mais la peur ne t'empêche pas d'y aller, si tu veux. Hmm. Elle te paralysait pas. Elle te Non, elle me paralysait pas. paralysait pas. Et il y a des moments, ouais, où le côté tête brûlée, il y a des fois où j'ai eu de la chance, tu vois. Il Hmm. y a des fois où j'ai eu de la chance, mais dans mon adolescence, mes potes, à chaque fois, ils me prenaient, ils me mettaient devant quand il y avait une embrouille, tu vois. Et parce qu'ils savaient que moi, j'allais y Fallait y aller aller, s'il fallait fallait y aller, forcer. tu vois. Voilà. Mais souvent, en fait, j'ai eu de la chance parce que bah, les gens, ça m'arrivait. Maintenant, je suis devenu hyper. Je me contrôle et je suis plus du tout comme ça. Les gens, ils me perçoivent pas comme ça et c'est tant Hmm. mieux. Mais quand, genre, tu sais, as le switch un peu mental, les gens en face, ils le voient, tu vois. Et souvent, j'ai plusieurs fois des mecs, quand j'arrête de parler et que j'ai mon switch, qui me disent qu'est-ce qu'il y a, tu veux me taper, tu vois. Genre, Hmm. ils le voient, que ça y est, Hmm. c'est en train de monter, mais c'est pas parce que je me mets en garde ou je ne sais quoi, Hmm. tu vois. C'est juste, ils voient dans mon regard qu'il y Énergie. a un truc Ouais, qui ils a voient changé. ton attitude. C'est ça. Mais ouais, enfin, ouais, il y a des fois où j'ai eu de la chance, tu vois. Je suis allé, ils étaient 8 ou 10 et j'y allais tout seul et je me serais fait défoncer la gueule, mais en Hmm. fait, il me prenait pour un ouf. Du coup, Hmm. après, les gens, ils doivent se dire, il a trop confiance en lui, c'est chelou, c'est pas normal. Je sais pas Ouais. que j'avais pas, c'est pas que j'avais confiance en moi, c'est que j'y allais parce que j'avais genre un coup de sang, tu vois, et t'y vas, quoi. Et Mais oui, je pense que les arts martiaux, ça m'a vachement aidé. Et tout ce que j'ai regardé, tu vois, c'est con, mais tous les films d'arts martiaux de Jackie Chan, où il s'entraîne beaucoup tout seul, il passe des heures à se répéter, il tient des positions de ouf et tout, ça aussi, ça m'a influencé. Et moi, ça me faisait triper. Donc après, quand moi, je me suis mis à m'entraîner, bah, pour moi, je faisais comme mes héros dans les films. Euh, je dépassais la douleur et je m'arrêtais pas parce que c'était fatigant et parce que ça faisait mal et je continuais, tu vois. ah, cool. Et une question, Greg. Toi, tu as fait plein de sports là, de combat. Tu as une préférence pour un sport en particulier? Parce que tu as fait kickboxing, K1, lutte, grappling, enfin, tu as pratiquement tout fait, aussi karaté, taekwondo, Ouais. enfin, kung fu. Il y en a un que tu affectionnes le plus? Hmm. Aujourd'hui, je pense que je préfère le plus, et ça va surprendre peut-être les gens parce que c'est jamais ce que je montre dans mes vidéos, mais c'est la lutte. Ah ouais? Ouais, ça fait 11 ans maintenant. J'ai fait 10 ans avec Yuri quand j'étais à Paris. Maintenant, j'ai repris un autre coach à Bordeaux. Et ouais, moi, c'est vraiment un style que je sais pas pourquoi. J'adore et je regarde tout le temps des matchs de lutte et des techniques de lutte. Et avec Yuri, on s'envoie souvent des vidéos, machin et tout. Je pense que c'est vraiment un de mes styles préférés depuis pas mal d'années maintenant. Ah ouais? Et Franchement, après, j'aurais pas dit moi. ouais. Et, Eh oui, et, mais je sais, les et, gens ils savent et- pas, hein, ils savent pas, mais là, et comment ça fait que tu n'en partages pas plus, alors, du coup, les techniques de lutte? Vu que c'est ce que tu kiffes le plus? Parce que déjà, faut avoir un partenaire J'en faisais un peu sur Instagram à l'époque avec Yuri quand on faisait nos entraînements, Mm. mais c'est plus lui qui montrait que moi. Mais tu sais, tu as toujours ce côté légitimité où tu te dis, bah, même si ça fait 11 ans que je m'entraîne et tout, je me sens pas coach de lutte, même si je pense que je pourrais donner des cours, voilà, pas pour des compétiteurs, mais voilà, pour un niveau débutant jusqu'à intermédiaire, je pense que je peux pas mal m'en sortir. Mais surtout, c'est que je pense que ça intéresse pas énormément de monde. Donc, bah, forcément, les choix que tu fais, c'est aussi lié à ce que les gens ils ont envie de voir.
Mais moi, à titre perso, ouais, c'est un de mes styles préférés, quoi. Ça, et puis le Wing Chun, c'est ma base et c'est toujours un style que j'adore. Les gens, de nos jours, ils comprennent plus trop, je trouve, les arts martiaux. Après, tout de suite, c'est du mytho-jutsu et tout ça, mais en fait, on s'en fout. Je suis pas en train de dire que tu vas aller défoncer 10 personnes avec le Wing Chun. En fait, si ça te plaît, et c'est tout, tu vois. C'est assez trippant, tu vois. Moi, quand j'ai été redonné un stage la dernière fois dans mon club de Wing Chun, ça faisait un bout de temps que j'avais pas pu pratiquer. Ça m'a fait un bien fou. Je kiffe. En fait, c'est une gestuelle, un truc, que ce soit réaliste, pas réaliste, on s'en fout. Ça me fait triper, les élèves aussi. Donc, c'est top. Et puis, bah, ouais, tout ce qui est boxe pied-point, j'adore ça aussi. Mais voilà, le Wing Chun, j'ai plus de mal maintenant à m'y entraîner seul comme je l'ai fait avant. J'en ai trop mangé voilà, ça m'attire moins. Même si pendant le Covid, j'ai fait pas mal de cours Zoom, du coup, en solo de Wing Chun et justement de refaire des répétitions dans le vide comme je faisais quand j'étais jeune et tout, ça m'a quand même fait un truc qui s'activait en moi, tu vois. Ouais, il y a quand même un boom, un truc qui revenait, tu vois. Donc là, je vais en faire une plateforme. J'ai un nouveau truc qui doit sortir dans pas très longtemps, mais une plateforme voilà, de cours en ligne et je vais en refaire des cours en solo comme ça de Wing Chun. Et puis voilà, après, tout ce qui est boxe anglaise, boxe pied-point, j'adore. Et le grappling aussi. Je prends un cours par semaine de grappling et un cours par semaine de lutte, tu vois, et je kiffe. D'accord. Ok. Et toi, c'est quoi Ouais. ta préférence? T'es plus sur la lutte alors? Ouais, maintenant, ouais. Ouais, mais en plus, la lutte, ouais, c'est marrant. Ouais. Moi, ce que je préfère, malgré tout, ça restera le striking. Le mélange boxe-tacky Ouais, boxing, tu vois. Le mélange, même si j'aime énormément la lutte contact, la lutte à livrer, grappling, lutte à livrer, et donc le MMA forcément. Mais, moi, j'aime Castagny, en fait, tu vois. Voilà. ouais, S'il y avait une préférence, je préfère Castagny. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le grappling. Voilà. La lutte, un tout petit peu moins, parce que j'aime pas aller au sol. J'aime pas les projections et compagnie. ouais. Donc, je préfère éviter. Si c'est moi qui le fais, ça va, mais quand on le fait, c'est moins agréable. Je suis moins à l'aise avec ça. Ah, 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 Mais, ah. ouais, plus le striking et, ouais, on va dire striking et MMA, quoi. Après, Ouais. l'urban fight, c'est différent. Je prends du plaisir aussi. Mais là, c'est plus côté réaliste. Donc, c'est un peu comme toi. Il faut répéter des choses, il faut se conditionner. Et c'est plus du conditionnement qu'autre chose, en fait. Hmm. Et puis, tu peux pas vraiment Ouais. combattre en self-défense. Donc, c'est différent. C'est juste une préparation. C'est comme ça. Mais c'est vrai que, Ouais. ouais. Moi, j'aimais beaucoup avant faire du sparring en pied-point et tout ça en anglaise, mais pas mal d'arthrose cervicale. Donc, il y a un Ah ouais? moment où à chaque fois, je terminais. Ouais, mais en fait, j'ai eu un accident de ski quand j'avais 15 ans avec Ah, 3 semaines de minerve. ah ouais. Et du coup, bah, ça a été jusqu'à un certain point. Et puis un jour, j'avais souvent des débuts de torticolis, tout ça. Et j'étais voir un médecin, il m'a fait, bah, en fait, c'est bon, là, faut que vous arrêtiez de prendre des coups dans la gueule parce que vos cervicales, elles sont plus trop d'accord, tu vois. Donc après, j'ai renforcé les cervicales et tout. Mais ouais, puis préserver un max. Après, je me faisais pas que genre je me prenais plein de coups dans la gueule parce que en vrai, je me faisais pas trop toucher à la tête. Ça allait, tu vois. Mais préserver un max le cerveau. euh, et, euh, et puis, bah, truc tout con aussi, c'est je me suis fait poser des facettes au niveau des dents parce que j'avais des dents de merde un peu. Mhm. Et bah, ça, tu prends, même si tu as un protège-dents, souvent tu prends un coup dans la bouche et ça te fait sauter une facette. C'est 80 balles à chaque fois pour la recoller. Et donc, ça En calme. lutte, même en lutte avec Yuri. Avec Yuri, plus d'une fois, j'ai perdu des facettes sur une projection. Bam, clac, la tête qui tombe par terre. Bim, les dents qui claquent et tu perds machin. Donc, c'est un peu relou. Mais voilà, là, je refais un peu avec ma femme, elle est pratiquante et tout. Tu vois, ce matin, Ah, on s'est cool. fait un entraînement de boxe et à la fin, ouais, 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 à la fin, alors, on n'a pas fait un vrai sparring parce on a eu une petite fille il y a 1 an et tout, donc elle reprend seulement là tranquillement. Mais je lui ai dit, moi j'ai mis le casque et je lui ai dit de m'attaquer, donc je travaille que mes défenses. Bon, voilà, j'en prends des fois un peu dans la gueule et voilà, c'est cool. Mais moi j'adorais la bagarre, hein, mais c'est vrai que là, d'un point de vue longévité, maintenant, je me dis, voilà, je vais pouvoir continuer à m'entraîner, pas avoir voilà, me retrouver avec des douleurs, des trucs qui m'empêchent de m'entraîner au quotidien et tout. Donc, bah, j'ai fait le choix de plus trop faire de sparring, même si j'aimais ça, quoi. D'accord.
Ah, cool. Ah, du cérémonial, Toi, tu ça vois, castagne toujours. on a des parcours qui sont un peu similaires finalement. Bon, après, toi, tu as choisi le Ouais, Wushu, ouais, ouais. mais on a un peu la même histoire. Les héros, les mangas, les films, l'action, l'entraînement Mm. mange seul, la casse tu vois. Ça fait pas le copain. Moi, une chaîne Ouais, YouTube, ouais, tu ouais. Ouais, non, mais c'est clair. vois. Ouais, Bah voilà, tu vois. ouais, Non, non, mais c'est cool. Bah, souvent, tout le monde n'a pas les mêmes parcours, hein, mais il y a des similitudes quand tu es c'est attiré sûr. vers quelque chose. Mm. Quand on est tous les deux à être attirés vers quelque chose de similaire, il y a une raison souvent derrière ça, tu vois. Et, et Greg, j'aimerais avoir ton avis. Comment tu vois l'avenir des sports de combat et des arts martiaux maintenant? Vu que le MMA, il est en train malgré tout de tout Alors, rafaler, ouais. est-ce que tu vois encore un avenir Mm. dans la boxe anglaise, dans le Bah, kickboxing, boxe thaï, dans certains types d'arts martiaux ou pas? les arts martiaux, moi, c'est ce que je dis. J'en ai parlé pas mal avec beaucoup de gens ces derniers temps. Enfin, ça fait un an que je dis ça, au moins, peut-être un peu plus. C'est que les arts martiaux, c'est en méga perte de vitesse, quoi. Euh, les gens, et je te dis, même la manière de pratiquer tout ça, euh, les gens ils comprennent plus trop. Tu vois, bah oui, quand tu fais les arts martiaux, tu fais une attaque, tu laisses ton point pour que l'autre il s'entraîne à faire sa technique et tout. C'est la méthode d'apprentissage. Et c'est pas pour ça qu'en fait ça va pas fonctionner. Tu vois, j'en parlais avec le, j'ai un trou de mémoire, le père Diaz du Hmm. Kaju Kembo. Je sais pas si tu les connais, Joe Diaz et Non, non, bon, c'est ceux qui ont amené le Kaju Kembo en France, tu vois. d'accord. Et le père, donc lui, bah, il a plus de 70 balais et je lui parlais de ça. Il me dit oui, je comprends que les gens, ça leur fasse bizarre et qu'ils trouvent ça, enfin, ils trouvent ça étrange. Il dit mais voilà, il dit moi j'ai 70 balais, l'autre, c'est un tout petit gabarit. L'autre fois, j'ai un voisin qui bloque tout le temps la rue avec sa voiture, qui comprend pas et tout. Je lui ai demandé de pousser sa voiture, il n'était pas content, il était agressif. C'était un mec beaucoup plus gros que moi. Et bah, il l'a séché en un coup à 70 ans, tu vois. Ah Donc, ouais, il me dit, moi, plus d'une fois, je sais que ce que je fais, ça fonctionne, tu vois, parce que je suis un petit gabarit, donc les gens, ils n'hésitent pas à venir m'emmerder. Et bah, j'ai dû user de la force plus d'une fois. Donc, on ne pourra pas venir me dire non, ça, c'est du mytho, ça marche pas, parce que moi, ça a fonctionné pour moi plein de fois, tu vois. Et je lui dis, c'est vrai, mais visuellement, les gens, ils ont du mal à comprendre la méthode d'apprentissage des arts martiaux, surtout que bah, les sports de combat, c'est ce qui est le plus, voilà, le plus apprécié maintenant. Quant à l'avenir, bah, ouais, je vois pas un super avenir pour les arts martiaux. Maintenant, les sports de combat, je m'en fais pas trop. Je pense que déjà tous les composants du MMA ouais, vont pas avoir de problème. ouais. Tu vois, Kickboxing, donc boxe thaï, tout ce qui est boxe boxe anglaise, anglaise, boxe kickboxing, boxe thaï. pied-point, voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc Après, ça, je pense qu'il y aura pas de souci. ça fait aussi, Mm. Greg, quand tu regardes l'histoire aussi des sports des arts martiaux, tu vois, et on peut le voir à travers les films, si tu veux. Tu vois, à l'époque, on pensait que celui qui faisait du karaté, du kung-fu, il était efficace dans la rue. Tu vois, et on pensait que, bah voilà, si tu faisais un peu Ouais. on pensait que celui du karaté, qui est un sport, voilà, une légende qui est pas trop adapté pour la rue, tu vois, ou le taekwondo, on pensait que tu étais super fort à cause de Jackie Chan, Van Damme, Chuck Norris et toute la clique, tu vois. Et après, on a vu que ça a perdu le jour où en fait le MMA il est rentré en jeu. Le MMA il a mis tout le monde d'accord. Il s'est montré que voilà, Ouais. les sports qui sont efficaces, voilà, il y a la boxe thaï, il y a le kickboxing, boxe thaï, plus kickboxing, boxe anglaise, lutte, grappling, je brésilien grappling. Et voilà, donc du coup, les gens ils se sont aperçus que Ouais. finalement, tous ces sports-là, ils sont pas si efficaces que ça a déchanté. Plus, je sais pas si tu vois un peu sur Internet, tous les duels où tu avais un grand maître de Wing Chun ou un maître de machin qui combat avec du MMA qui se fait éclater. Mm. Tu vois. Donc les gens, ils se sont aperçus que finalement, Ah oui. bah, c'est plus si efficace que ça. Et puis aussi, je pense aussi le côté mentalité qui a changé. Faire tu sais, des katas, des trucs par cœur, dans le vide et tout. Ce côté discipline, Mm. je pense qu'elle correspond plus aussi à aujourd'hui. C'est plus une mentalité, c'est plus les mêmes. Les gens, ils ont besoin de se défouler, ils ont besoin de s'amuser. Tu sais, quand je pense trop discipliné. Et donc, moi, je suis comme toi, je le vois vraiment pas d'un bon oeil. Ça marchera toujours parce qu'il y a toujours des gens qui seront intéressés et qui feront du karaté, qui feront du kung-fu. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura vraiment une perte de vitesse. Et je pense que, comme tu dis, le MMA, à un moment donné, le Ouais. MMA, il est en train ouais, il est en train de bien s'étendre, hein. Je Ouais. pense comme Après, n'importe quoi. faut aussi que les sports de combat, ouais. Mais tu vois, il faut que les sports de combat, ils évoluent
parce que les arts martiaux, ça permettait aussi des fois à des gens qui ont envie de pratiquer ça, mais qui ont pas envie de prendre plein de coups dans la gueule et de se faire mal et machin et tout. Ça permettait à des gens de rentrer dans ce milieu-là, de développer des réflexes, de la vitesse, de la puissance, de la précision, tout ça. Donc, ils pouvaient quand même avoir un avantage sur quelqu'un dans la rue, même si aujourd'hui, il y a déjà d'une part beaucoup plus de pratiquants, beaucoup plus de gens qui regardent des combats et du Plus de coup, tu as connaisseurs. plus de chances dans la rue de tomber sur quelqu'un qui Ouais. va connaître ou avoir quelques notions ou qui, parce qu'il a regardé plein de combats, il voit peut-être un peu plus le truc venir. Donc peut-être que dans les années 70-80, tu faisais du karaté, tu surprenais beaucoup plus un Mmh. mec, tu vois. C'est vrai. Donc il peut y avoir ça. Mais il faut aussi que les sports de combat, je trouve, s'adaptent et accueillent et acceptent les gens qui ont envie de faire un sport de combat, mais qui n'ont pas envie de faire de la castagne. Voilà. Ouais, c'est le cas déjà, hein. Parce que quand tu regardes bien en France, par exemple, tu vois, je crois qu'en boxe français, ils sont 100 000, en kickboxing, boxe taille réunie, on est pareil, on doit être 80, 70 000. Mais des compétiteurs, il n'y en a pas tant que ça. La grande masse, c'est des gens qui viennent pour se défouler, hein. Se défouler, perdre des kilos, apprendre à se défendre. Ouais, mais tu as aussi, tu sais, même si tu fais pas de compète, tu as plein de gens. Moi, j'avais fait l'expérience une fois. C'était Yovan Delhomme qui m'avait dit qu'il faisait ça dans ses cours. Et à la fin de mes cours de kick, je disais euh, sparring ou PAO. Et en fait, chacun choisissait ce qu'il voulait faire, tu vois. Ah, Et bah, franchement, et alors, du coup, il y avait les rounds qui tournaient. Ceux qui voulaient faire du PAO, bah, je leur donnais un enchaînement à bosser pendant 3 minutes. Et à côté, il y avait les autres qui faisaient le sparring. Et ben franchement, il y en avait un bon tiers, des fois la moitié, qui préférait faire du PAO que du sparring, tu vois. Et qui était là, qui me disait, ah ouais, franchement, c'est hyper bien comme idée. Soit parce que ce soir, j'ai pas envie, je me sens pas en très bonne forme et je me sens pas de faire du sparring. Soit, bah, juste moi, le sparring, c'est pas une expérience agréable pour moi. Il y en a qui me disaient, qui m'avaient même dit, tiens, moi, je viens plus souvent depuis que tu fais ça parce que le sparring, j'avais pas trop envie et du coup que ce soit imposé, ça me plaisait pas, tu vois. Donc, tu vois, et pourtant on parle pas de compétiteurs, hein, hmm. mais des loisirs bah, qui auraient le choix aussi de faire du sparring ou non, tu vois. Je trouve que c'est une idée intéressante aussi, quoi. Ah, franchement, c'est pas mal. Moi, moi, je vais pas te mentir, moi, les gens qui viennent, ils veulent que du sparring. Tu vois, les sparring, tu vas sparring, les sparring. Ils viennent, ils aiment trop le sparring, moi. Dans mon club, Ouais. les gens, ils aiment trop le sparring. C'est rare les gens qui aiment pas le sparring. Je pourrais leur faire une séance que sparring, ils seraient contents. Mais malheureusement, ils vont rien apprendre. Ils vont apprendre des choses, mais Mais l'apprentissage, essaye un jour. ouais, ouais, Essaye un ouais, jour de proposer. ouais, t'as Tu raison. dis, ah, ok, sparring, et s'il y en a ou pas haut. Et enfin, c'est pas genre tout le monde fait l'un ou l'autre, c'est Ouais, vous avez le choix, on peut ouais, faire ouais, les deux, ouais. donc et tu Franchement, verras. je vais le faire et Tu je te seras dirai. peut-être surpris. Ouais, je vais le faire. Ah, franchement, je vais le Ouais, faire. tu me diras. Ouais, je te dirai. Ouais, ça marche. Ça marche. Bon, écoute, je crois qu'on a tous les deux des choses à faire, donc on a Ouais, pas mal discuté, c'était cool. ouais, c'est super cool. Merci pour Et, l'invitation. bah, T'es un bon visionnaire. ouais, bah, Une question, Greg. Une question. Euh, c'est quoi ton secret pour que les gens ils restent chez toi 10 ans ou longtemps? C'est quoi ton leçon? ah, parce que ça, c'est ce on a parlé avant L'amour. de commencer le podcast, où je disais que ouais, j'ai dans mes coachings, j'avais des gens qui me restaient plus de 10 ans avec moi, mais une majorité en fait, c'est pas genre Oui, quelques-uns. oui, bien sûr, bien sûr. Et dans mes cours collectifs aussi, voilà. Du coup, moi en fait, c'est ce que je dis des fois souvent aux coachs. En fait, c'est pas une question de méthode, de pédagogie et tout. Pour moi, c'est la relation que tu développes. Moi, je sais que les gens, ils restent avec moi. Parce qu'ils passent un bon moment et que bon, je leur donne aussi ce qu'ils veulent et tout ça. Mais ouais, moi, je développe une vraie relation. Euh, Tu vois ça, alors toi, pour tu les vois, tu gens, disais pour les gens qui nous regardent, c'est intéressant. garder une distance. À l'école, ils vont t'apprendre l'inverse. À l'école, quand tu es coach, ils vont te dire de prendre des Ouais, distances avec le client, pas être trop pote, pas être trop truc. ouais. Moi, je partage ton avis. C'est Ah, que à un moment donné, tu vois, plus tu vas être proche de ton client, ton élève, et plus tu vas créer des liens, et plus des fois, il sera content de venir, pas pour boxer, mais pour discuter avec toi, pour échanger, pour te voir, pour se défouler, tu vois, de manière ouais, différente. Ah ouais, ok. Merci pour le mais c'est ça. secret. Moi, je sais que, tu vois, ouais, mais j'en ai parlé avec certains. Tu vois, par exemple, moi, le truc de genre toute séance non annulée moins de 24 heures après sera
dû ou un truc comme ça quand tu fais du coaching. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, enfin, moi, j'ai pas ce genre de relation-là, quoi. Je sais que si j'ai un élève qui m'annule au dernier moment, c'est qu'il a un vrai problème parce Mmh. qu'ils sont tous tout le temps contents de venir et ils font tout pour venir. Et je vais pas, en plus, alors qu'il a un vrai problème, lui Mmh. faire payer une séance dans le vide. Tu vois, déjà, moi, ça me met mal à l'aise. Mais en fait, ceux qui font ça, je trouve que tu casses la relation avec tes élèves. C'est pas, enfin, moi, j'ai pas cette relation-là et c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et Mmh. donc, non, je me vois. Enfin, ouais, avec la relation que j'ai, tu ferais pas ça à un pote, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, c'est comme. Ouais, je les aime vraiment, mes élèves, donc je me vois pas leur faire ça, quoi. Donc, tous ces trucs de. Voilà, de mettre des règles, machin, comme ça et tout, même si c'est pour se protéger. Non, pour moi, en fait, si tu as une bonne relation avec les gens, ils te feront pas ce genre de Mmh. truc, donc t'as pas besoin de mettre des règles comme ça en place. Bah, si vous Voilà. êtes coach, voilà, là, vous avez un secret, quelque chose qui marche, c'est rester proche de vos clients, soyez potes, soyez amis, intéressez-vous de lui. Et ça, Ben vous oui. écrivez un vrai lien. Et donc, il n'y aura Mais plus il de faut que soucis. ce soit sincère, hein. Oui, bah oui, ça, oui, bien sûr. Ben oui, il faut que Bien ce sûr, soit sincère. Faut pas faire semblant non, bien d'être sûr. proche pour les garder. Il faut que ce Mm, soit sincère. ouais. Bon, Bon, écoute, Fouad, ouais, super. moi, faut que je me sauve. Merci, c'était Merci beaucoup cool. à On a toi. bien discuté. Ouais. Et ben, Ouais, prends soin de toi, Greg, merci. prenez soin de vous, et puis continuez à faire des sports du combat ou des arts martiaux.